Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer à nous intéresser finalement aux empreintes laissées par les civilisations grecques et romaines sur l'Occident. Alors après avoir travaillé sur Athènes, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'Empire romain, et une période très particulière de l'Empire romain, qui est le Principat d'Auguste, et qui marque finalement le passage de la République vers l'Empire. Alors déjà, on peut commencer par cette citation d'Aelius Aristide qui dit « Si la cité d'Athènes a jeté les bases de la civilisation et de l'État actuel, vous les Romains les avez consolidés. » Comme si, d'après Aelius Aristide, il y avait une continuité des Grecs vers les Romains. Cette idée qu'il y aurait une civilisation finalement gréco-romaine et que la religion, le système politique seraient finalement très similaires. Alors, Aelius Aristide laisse entendre que ce n'est pas qu'un copier-coller, parce que d'après lui, les Romains l'ont consolidé. Donc c'est comme si les Romains avaient amélioré ce que les Grecs, et Athènes notamment, avaient déjà mis en place. Alors déjà, premier élément, avant de comparer ces deux systèmes, c'est la différence d'échelle. Vous voyez bien que la cité-d'État d'Athènes, qu'on voit à droite, elle s'étend sur quelques dizaines, au mieux quelques centaines de kilomètres carrés. Alors que si on voit l'échelle là de l'Empire romain, on parle de milliers de kilomètres carrés. Quand on parle de l'Empire romain, c'est quand même un empire de plus de 3 millions de kilomètres carrés. Alors, on va voir finalement quel est ce modèle politique mis en place par l'Empire romain, en quoi il s'inspire des Athéniens, mais aussi en quoi il en diffère. Et après, on va voir finalement comment cet empire a pu durer si longtemps. Parce que la particularité de l'Empire romain, c'est sa longévité. Conquérir un grand empire, Alexandre le Grand l'avait déjà fait. Mais qu'ensuite cet empire survive pendant des siècles, là on a une spécificité propre à Rome, et on va essayer de savoir pourquoi. Alors, comment donc une cité comme Rome, qui est à la base une simple cité-État elle aussi, est-elle parvenue à étendre sa domination sur un empire de plus de 3 millions de kilomètres carrés et 600 millions d'habitants? Alors d'abord on va voir du coup le passage de la République à l'Empire romain. Alors cette période-là, qui finalement est marquée par un basculement politique. Donc il faut savoir que du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome est une république. On voit la SPQR qui signifie Senatus Populusque Romanus, signifiant le Sénat et le peuple romain. Et effectivement, s'il y a une institution importante sous la République, c'est bien le Sénat. C'est le Sénat qui possède le pouvoir. Alors en théorie, le pouvoir est aux mains des citoyens, comme à Athènes, mais en fait, dans les faits, l'essentiel du pouvoir est aux mains de ceux qui peuvent siéger au Sénat, et la condition pour siéger au Sénat, c'est la richesse. Vous voyez qu'il y a deux groupes en latin, les humiliores, qu'on appelle les plébéiens, et les honestures, les patriciens, et finalement, seuls les patriciens les plus riches peuvent accéder au Sénat. Donc on a un système oligarchique, c'est-à-dire un système où c'est une minorité qui dispose du pouvoir politique. Il y a finalement, on pourrait résumer, la monarchie c'est un seul qui dirige, l'oligarchie c'est une petite minorité, une élite, une aristocratie qui dirige, et la démocratie c'est l'ensemble des citoyens qui dirigent. Donc Rome est une oligarchie, un système très inégalitaire, alors ça se voit dans l'accès au pouvoir politique, mais même au niveau des droits. Donc je ne vais pas vous lire ce texte qui est très drôle parce que je suis un peu pressé, mais si vous lisez ce texte, vous verrez finalement que suivant que vous soyez honestures ou humiliores, eh bien pour un même crime, vous n'aurez pas la même condamnation. Si vous violez une femme non mariée, eh bien un humiliores est esclave et va travailler dans les mines, alors qu'un honestures est exilé dans une île. Donc c'est pas du tout quand même la même sanction. Et la seule différence, c'est leur niveau de richesse. Les deux sont pourtant citoyens, mais un est riche, c'est un patricien, l'autre est pauvre, c'est un plébéien. On est donc dans un système politique oligarchique.
Alors, la particularité de Rome, c'est qu'à partir du IIIe siècle, elle part à la conquête du reste du monde. Elle s'empare d'abord de l'ensemble de la péninsule italienne, puis d'une partie du bassin méditerranéen à l'occasion des guerres puniques, des guerres qu'elle mène contre Carthage. Vous avez peut-être entendu parler d'Hannibal. Hannibal, c'était un général carthaginois, mais finalement, donc, Carthage est vaincu. Et du coup, Rome plutôt, récupère l'empire de Carthage, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie, et à partir de là, Rome n'a plus vraiment de concurrent pour le contrôle de la mer Méditerranée. Et enfin, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome part à la conquête des Gaules, c'est un épisode très célèbre, la guerre des Gaules de Jules César, qui se solde par la victoire finale d'Alésia. Donc, visiblement, tout va bien pour le meilleur des mondes à Rome, puisque les conquêtes et les victoires s'enchaînent, et paradoxalement, cela va créer de gros problèmes. Pourquoi? Eh bien, là où Athènes avait 10 stratèges pour diriger les armées, à Rome, il y a 2 consuls. Et donc, il est tentant, quand vous êtes consul, de vous dire, si j'élimine l'autre consul, je me retrouve tout seul à exercer véritablement le pouvoir militaire. Et donc, il y a de très très fréquentes guerres civiles entre consuls. Marius et Sylla, César et Pompée, etc. etc. Jules César, donc, était consul. Il n'était pas empereur, attention, il ne l'a jamais été. Il était juste consul. Et il a quand même essayé de prendre en moins 44 le titre de dictateur à vie. Ça a été assez mal vécu par les défenseurs de la République, qui souhaitaient que chaque année il y ait des élections et que ces titres-là soient remis en jeu. Et du coup, en moins 44, il est assassiné en plein Sénat. Le geste est fort, parce que qui dispose du pouvoir dans la République? C'est le Sénat. Et où est-ce que Jules César est assassiné? Dans le Sénat. S'ensuit une guerre civile qui oppose finalement les assassins de César, ceux qui se disent les libérateurs, c'est-à-dire ceux qui ont défendu la République de la tyrannie, et les héritiers de César. C'est finalement les héritiers de César qui l'emportent rapidement. Et parmi les héritiers de César, il y a 2 grandes figures, Marc-Antoine, le général, et Octave, son neveu et fils adoptif. C'est finalement Octave qui l'emporte. Donc une succession de guerres civiles, hein. Ça s'enchaîne très vite. César et Pompée, Pompée éliminé, César reste seul, César est assassiné, entre les assassins et les héritiers de César, et puis au sein même des héritiers de César, on se massacre. Bon, donc en moins de 50 ans, près de 5 guerres civiles, et finalement, Octave, n'ayant plus de concurrents, en profite pour instaurer un pouvoir de type personnel. Il ne le dit pas officiellement, mais dans les faits, il met fin à la République et instaure un régime de type impérial, ce qu'il appelle le Principat. Dans le Principat, eh bien, l'empereur est à la fois le chef militaire, ce qu'on voit là parce que Octave se fait représenter avec une cuirasse, politique, hein, ce doigt levé qui montre finalement le geste du politicien parlant à la foule, et aussi religieux, avec cette figure-là de Cupidon, parce que Octave prétend descendre de la déesse Vénus et aussi du dieu Mars. Donc c'est un chef militaire, politique, religieux. Ça va même permettre, ça finalement, cette période de stabilité de fin de guerre civile, eh bien une extension très forte de cet empire romain. Les guerres civiles ne le déchirent plus, donc du coup Octave peut concentrer ses troupes aux frontières, et donc là si on compare l'Empire romain à la mort de Jules César et à la mort d'Octave, on voit qu'il s'est considérablement agrandi. Donc certes, les droits politiques, et notamment les droits politiques du Sénat, sont très fortement diminués par le passage de la République à l'Empire romain, mais en même temps, l'Empire romain connaît une période de paix et de prospérité économique. Alors devenu empereur, Octave prend un titre qui devient son nom, le nom d'Auguste. Ce qui fait qu'on ne parle pas du règne d'Octave, généralement on parle du règne d'Auguste. Auguste signifie en latin le plus illustre. Et il va même un petit peu plus loin, parce qu'après avoir réorganisé l'Empire, embelli Rome, avec cette belle phrase, c'est-à-dire j'ai hérité d'une ville de briques, je vais la laisser en marbre, eh bien Auguste fonde une dynastie. Il souhaite que
ce soit son fils adoptif Tibère qui lui succède, donc on est là dans un pouvoir de type monarchique, et il se fait lui-même diviniser. Là, on voit qu'il se fait représenter aux côtés de divinités, et même il organise le culte impérial. Le culte impérial, c'est-à-dire l'idée qu'après leur mort, sur décision du Sénat, donc c'est un des rares pouvoirs qui reste au Sénat, mais sur décision du Sénat, les empereurs, après leur mort, peuvent être divinisés. Ils sont du coup après considérés et priés comme des dieux. Et ça, on va voir que ce culte impérial, il montre que du coup, il y a un très fort entre politique et religieux dans l'Empire romain. Les deux sont entremêlés. Et ça va poser aussi un problème avec les religions monothéistes, et notamment le christianisme. Parce que dans le culte impérial, on doit prier l'empereur. Or, si vous êtes monothéiste, vous ne pouvez prier qu'un seul Dieu. Donc c'est soit l'empereur, soit un autre Dieu. Mais ça ne peut pas être possible de prier plusieurs dieux. Mais ça, nous en reparlerons dans la prochaine vidéo. Alors dans une deuxième partie, on va voir maintenant en quoi cet empire fondé par Auguste est un empire ouvert et multiculturel. Alors, tout d'abord, il faut voir que la citoyenneté romaine, elle est progressivement, c'est très progressivement, étendue à l'ensemble de l'empire. D'abord, seuls les citoyens de la ville de Rome l'ont, puis ensuite c'est l'ensemble des hommes de la péninsule italienne, et puis ensuite, avec les tables claudiennes notamment, on voit que cette citoyenneté est étendue aux notables qui vivent dans les provinces conquises. Donc c'est-à-dire que les notables, ce sont les riches, les puissants. Que vous soyez gaulois, grecs, égyptiens, si vous êtes puissant, si vous êtes riche, si vous êtes fidèle à Rome, eh bien on vous offre la citoyenneté. C'est une façon de vous honorer, de vous donner un peu de pouvoir, mais aussi c'est une façon d'être certain finalement qu'en Égypte, en Gaule, en Grèce, eh bien il y aura sur place des gens qui veilleront aux intérêts de Rome. Donc ça c'est très habile comme calcul politique. Et en 212, avec l'édit de l'empereur Caracalla, là, la citoyenneté est étendue à tous les hommes libres de l'Empire. Donc finalement, une citoyenneté très ouverte, à l'opposé de la vision qu'en avaient les Athéniens, et une vision aussi très pragmatique. C'est-à-dire que les Romains se servent de la citoyenneté, c'est une façon pour eux d'éviter des rébellions. C'est-à-dire que ce ne sont plus des peuples vaincus, dominés par Rome, qui vivent dans l'Empire, mais des Romains. Il n'y a que des Romains, et donc du coup plus ou moins de raisons de se révolter contre le pouvoir central de l'Empire. Aelius Aristide le dit très bien dans cet extrait, quand il dit « Il n'est pas besoin de garnison dans leurs acropoles, car partout les hommes les plus importants et les plus puissants gardent pour vous leur propre patrie. » Donc il y a cette idée que finalement, en s'alliant avec les chefs locaux, en donnant cette citoyenneté, en donnant un peu de pouvoir politique, eh bien Rome s'assure qu'il n'y aura pas de rébellion. Et donc ça permet d'instaurer la paix romaine, c'est-à-dire la Pax Romana, du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, qui est marquée par une grande période de stabilité et qui voit le développement des échanges commerciaux. Et ces échanges commerciaux, ils provoquent aussi des échanges culturels. Et là, le terme de romanisation, c'est un petit peu comme si tous les habitants de l'Empire se mettaient à vivre comme des Romains. Alors c'est en partie vrai. On voit là sur cette sculpture que ces citoyens gaulois vivent et se font représenter comme des Romains. La dame porte la toge, elle porte une coiffure romaine, l'homme porte une cuirasse, il est fier de montrer qu'il est officier. Donc oui, là on voit des Gaulois romanisés, en quelque sorte. Mais ce brassage culturel, il va aussi dans l'autre sens. Et Rome va s'enrichir des influences culturelles venant d'ailleurs, venant notamment de Grèce, on l'a vu, mais venant aussi d'Égypte, par exemple. Alors, Énée, qui est le fondateur légendaire de la lignée qui va ensuite jusqu'à Rémus et Romulus, qui fondèrent Troie dans la légende romaine, eh bien, Énée est un héros de la guerre de Troie qui a fui Troie pour se réfugier en Italie. Donc là, c'est un petit peu un pont culturel Énée entre le monde grec et le monde romain. On a aussi une divinité comme Isis. Alors oui, quand vous voyez la fresque à gauche, vous reconnaissez une divinité égyptienne, c'est Isis. Eh bien, à droite, là, assise, et tenant un serpent, c'est aussi Isis. Et le culte d'Isis était très répandu au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ à Rome. Et donc Rome n'a pas de difficulté à importer de nouvelles divinités, voire à en créer par syncrétisme religieux, c'est-à-dire par mélange religieux. C'est le cas de Sérapis. Sérapis, c'est une divinité qui est
gréco-égyptienne. Voilà, c'est un mélange d'Hadès, on reconnaît la Cerbère, hein, le chien à 3 têtes, et du dieu égyptien Apis et Osiris. Et donc voilà, on a une perméabilité culturelle et religieuse dans le bassin méditerranéen, et Rome connaît une forte influence qui lui vient de l'Orient, qui lui vient certes du monde grec, mais qui lui vient aussi du monde égyptien, et c'est aussi d'ailleurs depuis l'Orient que va se diffuser une nouvelle religion, le christianisme. Et ça, nous le verrons tout à l'heure. Enfin, cette romanisation est aussi marquée par la diffusion de la langue des Romains, le latin, et leur mode de vie dans l'ensemble de l'Empire. On retrouve dans des villes comme Arles, là dont vous avez le plan à gauche, eh bien, ce plan perpendiculaire, avec le Cardo allant du nord au sud et le Decumanus allant d'ouest en ouest, donc des villes très structurées, avec des monuments que l'on retrouve dans à peu près toutes les villes romaines, c'est-à-dire un forum, des thermes, des amphithéâtres, un cirque, un théâtre, etc. Donc, on a un mode de vie romain qui se diffuse dans l'Empire et une sorte finalement de mélange culturel. Certes, dans la plupart des cas, la culture romaine reste dominante, mais elle n'est pas imperméable aux influences extérieures. Alors justement, en parlant des influences extérieures, eh bien je vous invite à cliquer sur le petit lien qui s'affiche et à voir la troisième partie de ce chapitre qui va s'intéresser cette fois-ci à la christianisation de l'Empire. Comment cette religion, le christianisme, est parvenue à s'imposer finalement à l'ensemble de l'Empire. Pour résumer donc ce que nous avons vu aujourd'hui, la fin de la République et le début de l'Empire est marquée par une perte du pouvoir des citoyens patriciens, les plus riches, au profit d'Auguste, mais aussi une période de paix et de prospérité. Les Romains ont une conception ouverte de la citoyenneté qu'ils étendent aux puissants de l'Empire dans un premier temps, puis ensuite à l'ensemble de la population. Enfin, le mode de vie des Romains se diffuse à l'ensemble de l'Empire, mais s'enrichit aussi des autres cultures, c'est la romanisation. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.